Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour les résultats de SummerSlam 2020. Dans le kick-off de ce SummerSlam, on a seulement un match, Apollo Crews face à MVP pour le titre des États-Unis de Apollo Crews. Je suis très content d'avoir ce match en kick-off. J'avais pas de hype, j'avais pas envie de voir ce match dans la carte principale. Pas que la carte principale soit exceptionnelle et que ça ne mérite pas. Non, parce que c'est le titre des États-Unis et ça mérite d'être dans la carte principale. Mais un énième match face à MVP d'Apollo Crews et voir MVP catché en 2020, voilà, j'ai pas envie de voir 15 minutes de match de MVP face à Apollo Crews. J'ai envie de voir Apollo Crews, mais j'ai pas envie de voir MVP. Donc voilà, c'était compliqué. Donc je suis content qu'ils l'ont mis en kick-off. On a eu 7 minutes de match, c'était pas si mal, mais c'est comme tous les matchs d'MVP ou qu'on a eu face à Apollo Crews. C'est pas si mal, mais t'en retiens vraiment rien. Tu retiens juste vraiment la victoire de Apollo Crews qui conserve son titre. Et ça, c'est le bon choix. Vraiment, c'est le bon choix. Apollo Crews, on doit le construire en gros face. Donc faut pas le faire perdre tout de suite ce titre des États-Unis. Et je pense qu'après tu peux enchaîner avec une histoire entre Bobby Lashley et Apollo Crews. Et là pour le coup, oui, je serai hypé pour ce match. Je pense qu'ils peuvent nous donner quelque chose d'intéressant. Mais MVP Apollo Crews, c'est RAS. On débute le show principal avec Bayley qui défend sa ceinture de SmackDown face à Asuka. J'avais prédit que ça allait être forcément l'un des matchs d'Asuka qui allait être en premier parce que voilà, elle en a deux dans la soirée, donc c'était sûr qu'ils allaient répartir ça comme cela. C'est décevant, mais bizarrement, le match est bon, voire excellent. C'est 11 minutes et c'est là où est le problème, c'est-à-dire que pour une fois, Bayley m'entraînait. Pour une fois, j'avais envie d'avoir plus dans un match de Bayley. Pour une fois, c'était bon, c'était dynamique, c'était bien. On n'a pas eu une longue période de domination de Bayley qui est chiante à chaque fois. C'est la période qu'on a le droit quasiment à chaque défense de titre de Bayley qui est horrible, vraiment, où t'as 10 minutes de match et 7 minutes de domination pourrie de Bayley. Là, on l'a pas eu. Là, on a eu vraiment une domination très partagée, ce qui a fait que le match a été beaucoup plus regardable, tout simplement. C'était beaucoup plus fun à voir. Et Asuka, comme d'habitude, fait un super boulot. Et même les interventions de Sasha Banks, j'ai trouvé plutôt bien dosées, plutôt bien faites. Franchement, c'est propre. On a 11 minutes, très propre. Et j'aurais voulu en voir 5 minutes ou plus. Vraiment 5-10 minutes de plus. Vraiment, j'aurais bien aimé. Mais comme d'habitude, on a le droit à une fin de merde où voilà, Sasha Banks va un peu intervenir, Asuka va mettre un coup sur Sasha Banks, elle est retournée, Bayley en profite, roll-up. Et victoire de Bayley. Quelle déception, parce qu'encore une fois on avait un bon match, il faut que ça se termine comme ça. Et c'est ce que j'avais pronostiqué, moi je pronostiquais une victoire de Bayley, c'est ce que je voyais, en tout cas c'était vraiment mon ressenti. Mais voilà, je sentais l'intervention, je sentais un truc. Mais c'est vrai que quand t'as 11 minutes, c'est l'opener quoi, c'est l'opener de ton show qui commence comme ça avec un match de 11 minutes, qui bim, allez, fin de merde. Voilà, c'est compliqué. C'est compliqué de te lancer dans SummerSlam quand t'as un début comme ça. Vraiment, c'est compliqué. Mais j'essaye de retenir le positif parce que ce que j'ai vu sur le ring, c'était bon. Vraiment, c'était bon, ça m'a plu. Mais voilà, bref, fin de merde et Bayley conserve. Les Street Profits défendent leur titre par équipe face à Angel Garza et Andrade, bien sûr avec Zelina Vega. Que dire, encore une fois, que dire? C'est-à-dire que, ouais, il y a quoi, 7-8 minutes de match, mais c'est un match sympa, mais c'est un match que tu vois à Raw chaque semaine en fait. C'est bien à Raw, c'est sympa à Raw d'un match comme ça de 7-8 minutes, tu fais oh c'est cool. Mais le problème c'est qu'on voit ce match depuis des semaines, qu'on voit toutes les combinaisons possibles entre Montesford, Andrade, Angelo Dawkins, Angel Garza, enfin bref, ils se sont tous affrontés. Et donc il n'y a pas de surprise, tu sais à quoi t'attendre. Alors, comme je le dis, c'est pas mauvais ce que tu vois sur le ring parce que c'est 4 super catcheurs, il n'y a aucun problème là-dessus. Mais est-ce que ça te donne de la hype? Est-ce que t'as vraiment envie de t'enthousiasmer devant ce match? Bah non, clairement pas. Donc voilà, et en plus à la fin, t'as le coup de Andrade qui sort un peu du match parce qu'il s'occupe de Zelina Vega, et donc les Street Profits vont en profiter pour
l'emporter. Superbe splash, encore une fois, de Montez Ford. Hein. S'il y a bien un truc à retenir de ce match, c'est le splash de Montez Ford qui était vraiment excellent. Il va à une telle hauteur et avec cette rotation, c'est quand même assez impressionnant. Ça, c'est très fort. Mais encore une fois, les mésententes avec ce clan de Zelina Vega, j'ai l'impression de voir ça chaque semaine depuis 2 mois. Vraiment, j'ai vraiment cette impression. Et j'en ai marre, j'en ai vraiment marre. J'ai l'impression de revivre à chaque fois la même chose. Et tu le sais que ça va arriver, tu le sais, parce que quand tu vois le truc avec Zelina Vega, tu fais ok, c'est bon, ils ont perdu. Ok, bon, bah, comme d'hab en fait, comme d'habitude. Soit c'est Angel Garza, soit c'est Andrade, soit c'est Zelina Vega, mais il y a toujours un truc qui va pas dans ce clan. Et c'est lassant, voilà, c'était un clan qui me hypait énormément au début et qui, voilà, se délite au fur et à mesure et qui ne sert plus à rien, clairement. Mais bon, bref, les Street Profits ont remporté ce match, ont conservé leur ceinture. Je pense que c'est le bon choix. Les Street Profits font plutôt des bons champions, des bons face champions. Ils sont plutôt cool. Voilà, ils ont une entrée assez sympa d'ailleurs avec les gobelets qui sont sortis du toit, on va dire, du plafond et qui sont tombés. C'était plutôt sympa. Mais voilà, les Street Profits font des bons champions, mais c'est clairement pas un match qu'on va retenir. Sonya Deville face à Mandy Rose dans un match sans disqualification. Et la perdante devra quitter la WWE. De base, on était sur un R versus R match. Et voilà, la WWE a un peu changé de position, a un peu revu ça. Et donc on change, voilà, 3 jours avant à SmackDown. Donc, la perdante quitte la WWE. Personnellement, j'avais pas de doute sur la gagnante et sur la perdante. J'en avais aucun, vraiment. Mais bref, revenons sur le match. C'était pas terrible, hein. Si c'est pour nous mettre un match sans disqualification et pour avoir une table, 2 chaises jetées, une table qui a été très longue à mettre en place. Hein. Mandy Rose, vraiment, c'est pas sa spécialité de mettre des tables, hein, vraiment, vraiment très longue. La mise en place de la table. Mais ouais, il y avait rien de violent, rien de... Sonya Deville, ouais, ses coups sont sympas, mais il y a rien, quoi. Enfin, c'est censé être une guerre qui doit faire parler les sentiments et tu dois ressentir la haine entre les deux, vraiment. Et tu ressens rien, vraiment. Il y a rien à... Il y a rien, c'est le vide, je trouve. La stipulation n'apporte vraiment rien. Je m'étais dit que, voilà, en 1 contre 1, dans un R versus R match, ça aurait pu être compliqué. Juste sur le ring, ça aurait pu être dur à voir. Mais avec la stipulation sans disqualification, tu peux rajouter des tables, des chaises, rajouter de la violence. Et non, on n'a rien eu de tout ça, on n'a rien eu du tout. Et c'est une petite déception. Là, j'avais pas une hype non plus, mais c'est quand même une petite déception parce que, ouais, je voulais voir un peu plus de bagarre. Ouais, une vraie guerre, voilà, mais je l'ai pas eu. Au final, Mandy Rose, voilà, remporte ce match et donc Sonya Deville quitte la WWE. C'était attendu. J'en ai parlé dans mes pronostics. Par rapport à ce qui s'est passé, par rapport à ce qu'a vécu Sonya Deville, je pense que c'est sans doute lié en fait. Hein. Je vais pas vous parler du gars qui a voulu voilà, l'enlever, etc., qui était chez elle. Mais j'attendais vraiment que Sonya Deville perde parce que je pense qu'elle va avoir du time off, qu'elle va avoir le temps d'être tranquille en fait, tout simplement. Je pense que c'est des événements qui sont assez traumatisants. Et j'imagine qu'elle a besoin de time off. Peut-être que ça n'a aucun rapport. Hein. Là, vraiment, pour le coup, c'est que des hypothèses. C'est une hypothèse. Et c'est peut-être totalement faux. Hein. Peut-être qu'elle va revenir directement à SmackDown la semaine prochaine. J'en sais rien. Mais en tout cas, c'est mon opinion, c'est mon ressenti. J'ai l'impression que voilà, elle a besoin de ça. Et c'est logique. C'est tout à fait logique après un événement pareil. C'est compréhensible. Mais bref, en tout cas, c'était vraiment pas un bon match. Et donc, Sonya Deville quitte la WWE. Dominic Mysterio face à Seth Rollins dans un match sans disqualification. J'attendais beaucoup de ce match parce que tout d'abord la feud, je la trouve très bien exécutée. On a un Rollins qui est juste exceptionnel dans ce rôle-là. Et on a un peu voilà la famille Mysterio parce que ce n'est pas seulement Dominic, c'est Rey Mysterio. Et aussi là, pour le pay-per-view, on va avoir la mère, hein, c'est-à-dire la femme de Rey Mysterio. On va l'inclure un peu dans tout ce bordel, j'ai envie de dire. Et ça rajoute quelque chose. Ça rajoute vraiment quelque chose de psychologique, on va dire. Et Seth Rollins est très doué pour ce genre de choses, en fait. C'est un excellent catcheur, mais tout ce qui est psychologie, je le trouve vraiment excellent, Rollins.
Et donc on va même rajouter la mère qui va même avoir un rôle dans le match quasiment. Enfin, elle va apparaître en tout cas sur la rampe. Mais bref, ce match est bien fait tout simplement parce que c'est un match sans disqualification et c'était logique vu ce qui s'est passé en weekly. Mais j'ai trouvé que c'était bien réparti. Les phases un peu plus violentes avec les kendo sticks, forcément le kendo et l'arme, on va dire, de cette feud, hein, c'est clairement l'objet de cette feud, donc c'était logique de le revoir et de voir des gros coups de kendo. Le dos, encore une fois, de Seth Rollins, c'est violent, hein, c'est très très violent, c'est bien partagé, je disais, avec les phases sur le ring, où on va en voir un peu plus de Dominic Mysterio, et c'est très bon ce qu'on voit de Mysterio. Alors oui, c'est des basiques, j'ai envie de dire, c'est-à-dire que il va pas réinventer des choses, mais c'est des basiques de lucha libre qui sont bien exécutés, vraiment très bien exécutés pour un premier match. Il n'y a pas d'erreur, il n'y a pas de botch, il n'y a pas de lenteur, il n'y a pas d'attente pour une prise ou quoi que ce soit. Non, tout est plutôt bien réalisé. Moi, il y a surtout une prise que j'ai bien aimée de ce match, c'est une sorte de Russian leg sweep porté sur le corner ring avec une table sur le ring, et donc voilà, les deux vont retomber dessus. C'était vraiment très très cool. C'était vraiment très très cool comme move. Mais voilà, donc vraiment on a quoi, 15-20 minutes de match. Pour un premier match pour Dominic, c'est pas mal, hein. C'est vraiment pas mal. D'ailleurs, j'ai vraiment bien aimé sa tenue à Dominic. Voilà, on attendait de voir Dominic le catcheur, hein, parce que voilà, on l'a pas vu en tenue tout simplement, Dominic. Et là, avec sa tenue, ça rend quand même différent. Là, tu le prends plus sérieusement, j'ai envie de dire, et t'y crois réellement. Et la tenue est vraiment super. Ça fait penser à Ali, mais elle est vraiment super. Et donc on a ce match qui est vraiment bon, vraiment les deux sont excellents. Et comme je disais, on a la partie psychologique, on va dire la psychologie avec Rollins, parce que Rey Mysterio est en ringside et il va réussir à l'attacher, et c'est là que Rollins est fort, on va dire, avec ses mind games comme on dit, ses jeux d'esprit, où voilà, il va porter son Kurt Stomp devant Mysterio, devant Rey Mysterio sur Dominic, sur son fils, et Rollins va l'emporter. C'est ce que j'avais pronostiqué, je pense que c'est vraiment le bon choix. C'est pas que c'est trop tôt pour donner une victoire de ce type à Dominic, mais je trouve que c'est un bon teaser, ce match. C'est un bon teaser, mais il faut pas aller plus loin. C'est-à-dire, tu teases, tu montres que Dominic Mysterio a des qualités, a du talent, mais quand même, l'homme le plus expérimenté doit l'emporter sur ce type de match. Et c'est Rollins qui l'emporte, et je trouve que c'est plutôt bien réussi. Je suppose qu'on va continuer sur cette histoire, peut-être jusqu'au Survivor Series, je ne sais pas. Peut-être sur un 2 contre 2 Mysterio, enfin la famille Mysterio face au clan Rollins. Pourquoi pas, vraiment, pourquoi pas. La feud est tellement bonne, je suis vraiment très investi dedans. Donc je ne dis pourquoi pas. Donc voilà, j'ai vraiment bien apprécié ce Dominic Mysterio face à Seth Rollins. Asuka challenge, cette fois-ci, Sasha Banks pour le titre de Raw. Je vais pas vous mentir, avant le match, j'avais encore le goût amer de la fin de match entre Asuka et Bayley. Donc j'ai eu un peu de temps à mettre dedans, hein, j'ai eu 2-3 minutes, un peu de flou, on va dire, où j'avais pas trop envie. Mais bon, Asuka et Sasha Banks m'ont vite mis dedans, ou m'ont vite remis dedans en tout cas, parce que les deux ont fait vraiment de l'excellent boulot. Vraiment, c'était excellent. Et encore une petite... je suis un peu chiant, on va dire, mais 10 minutes de match, j'aurais aimé un peu plus. J'aurais aimé 15 minutes, vraiment 15 minutes, parce que les deux ont fait un super match. C'était vraiment super intéressant. Et surtout, les deux ont vraiment pris des risques. Vraiment. Sasha Banks, ça fait quelques temps que dans les matchs en solo, elle reprend des risques. Il y a eu une période où elle était plus fade, pas fade, mais... La Sasha Banks d'avant prend énormément de risques, ce qui fait elle a eu des botches, et oui, elle se blesse beaucoup. Et depuis quelques temps, elle reprend un peu ces bases-là, on va dire, elle prend énormément de risques sur le ring, et face à une Asuka qui, elle, n'a vraiment peur de rien, ça te donne vraiment des choses assez dingues, assez risquées, assez folles, dont une powerbomb portée à l'extérieur, où Asuka va retomber directement sur la tête. Ouais, faut être assez folle pour faire ce genre de truc. Un DDT porté quasiment de la 3e corde. Ouais, c'est ouais. Les filles sont assez folles, mais ça rend vraiment très bien. C'est des prises de risque,
mais qui payent au final. Ce ne sont pas des prises de risque inutiles, en tout cas pour ma part, je trouve. Et donc on a vraiment un excellent match. Et j'ai eu peur de la fin foireuse, comme sur Bayley Asuka. Mais cette fois-ci, on va avoir la même fin, ce que Bayley ne va pas vraiment se sacrifier, ne va pas vraiment prendre le coup de Asuka. Ce qui fait qu'Asuka va pouvoir rester très bien dans le ring. Et Asuka va faire abandonner Sasha Banks et donc Asuka redevient championne d'Euro. Déjà ça c'est très bien que Asuka redevienne championne d'Euro. C'était une erreur de lui avoir fait perdre ce titre. Donc c'est très bien qu'elle le récupère, même si encore une fois ça fait un règne très court pour Sasha Banks. Je sais pas combien de jours, mais c'est dans la lignée de ses anciens règnes, c'est très court, c'est vraiment très court. Et c'est dommage, mais en même temps, c'était une erreur de base d'avoir donné le titre sur Sasha Banks, en tout cas je trouve. Et même eux ils s'en rendent compte, s'ils redonnent le titre à Asuka maintenant, c'est qu'ils savent qu'ils ont fait une erreur. Et voilà, tu repars encore sur de la dissension entre Bayley et Sasha Banks. On sait qu'il y a Payback dans une semaine, elles sont censées défendre leur titre par équipe. Est-ce que leur mésentente va continuer, ou alors c'est les mésententes habituelles entre Bayley et Sasha Banks, c'est-à-dire que ça fait des mois qu'elles nous font ça, voilà, il y a une mésentente, et puis à SmackDown, tout va bien, et après elles reprennent leur marche en avant. Donc je sais pas trop quoi en penser, même si ça a l'air plus sérieux, parce qu'on parle quand même là d'un titre qui a été perdu, alors que elle, Bayley, a conservé son titre, donc il peut y avoir une sorte de jalousie de la part de Sasha Banks. Mais en tout cas, bref, tout ça m'a vraiment intéressé, et j'ai vraiment adoré ce Asuka Sasha Banks, donc bravo mesdames. Drew McIntyre défend son titre de la WWE face à Randy Orton, un match qui n'est pas dans le main event. Déjà c'était une première surprise, clairement je pensais que ça allait être le main event, je pensais qu'on allait finir sur ça, je pense que c'était logique qu'on termine sur ce main event, à part s'il y avait un finish bizarre, ce qui nous a un peu spoilé la fin très clairement, parce que logiquement, un Drew McIntyre Orton avec cette feud qui est pour moi la meilleure feud de 2020, avec Randy Orton et Drew McIntyre qui sont peut-être les meilleurs catcheurs de 2020, ça méritait d'être dans le main event, surtout que c'est pour le plus gros titre de la WWE. C'était louche que ça ne soit pas en main event, donc t'avais une petite indication sur le finish, ça n'a pas raté, mais bref, on y reviendra. Si on parle du match en lui-même, c'est quoi? C'est 20 minutes de match. C'est du très haut niveau, vraiment c'est du très haut niveau. Je pourrais faire le fanboy de Randy Orton pendant 5 minutes et dire qu'il a fait un match super, vraiment un super match de Randy Orton. Parce que voilà, après Backlash, voilà, tout le monde nous a dit oui, Orton a fait un bon match contre Edge, mais bon, c'était préenregistré, donc c'est plus facile, ça compte pas. Dave Meltzer n'a même pas noté le match parce qu'il était enregistré, hein, je le rappelle. Là, Randy Orton a un peu remis les pendules à l'heure, c'est-à-dire qu'on a vu un Randy Orton très motivé. Alors, oui, il y a le rythme de Orton de temps en temps, parce que ça reste Orton et il va pas aller tout le temps à 2000 à l'heure. Mais je trouve qu'il a fait des choses qu'il ne fait pas d'habitude. Il a accéléré à de nombreuses reprises. Et ouais, c'était vraiment intéressant de la part d'Orton. Et même en termes de psychologie, je parlais de psychologie avec Seth Rollins tout à l'heure, Orton est un maître là-dessus, donc ça rajoute encore quelque chose. Et Drew McIntyre qui joue le babyface, mais comme d'habitude, le babyface avec un énorme caractère, c'est parfait. C'est vraiment parfait. T'as même un Drew McIntyre qui va prendre la prise en 4, hein, c'est très symbolique hein, qu'il fasse une prise en 4 quand même, Drew McIntyre, voilà, face à Randy Orton, face avec Ric Flair, enfin Randy Orton qui a attaqué Ric Flair il y a 2 semaines, c'est très symbolique la prise en 4, et c'était un bon petit clin d'œil, j'ai vraiment apprécié, et ouais, c'était vraiment cool, j'étais vraiment dedans, j'aurais aimé en voir encore 5 minutes de plus, 10 minutes de plus, vraiment. En fait, c'est monté crescendo, vraiment, on a un début de match tranquille, mais tu sens que ça monte, ça monte, et il y a cette fin qui était presque attendue de ma part, par rapport à la place du match en fait. Avant le match, voilà, j'avais pronostiqué victoire d'Orton, un truc plutôt un peu sale, hein, c'est ce que j'avais pronostiqué. Et ben non, c'est-à-dire que pas de RKO, pas de Claymore, Drew McIntyre va piéger Randy Orton avec un backslide et donc remporter ce match. Un peu volé, pas volé, voilà, c'est une fin très bizarre, qui
qui te dit clairement qu'on aura une revanche, peut-être dès la semaine prochaine à Payback. Est-ce que c'est ce qu'on voulait voir, hein? Est-ce que c'est ce qu'on voulait vraiment voir à SummerSlam? Est-ce qu'on voulait vraiment un finish foireux à SummerSlam entre Drew McIntyre et Orton? C'est la classique WWE, c'est-à-dire que tu t'attends à un gros truc, t'as un bon match et t'as toujours la fin pourrie. Pour moi, c'est la classique WWE, ça devient la classique WWE, c'est une habitude maintenant et c'est chiant parce qu'en fait, c'est clairement une manière à chaque fois de faire durer la feud. Et ok, tu peux faire durer les feuds et surtout Drew McIntyre contre Orton, il y a aucun souci là-dessus. Mais donne des vraies victoires, mets des vraies fins, mets des vrais finishes quoi. Là c'est pas possible, là c'est pas possible. Je suis sûr que beaucoup vont être en dehors de la feud alors que c'est la meilleure feud de 2020 à cause de ce finish. Et même moi, ça me fait chier en tant que, même si je suis un gros fan d'Orton, je m'en fiche qu'il perde ou qu'il gagne. Pour le coup, je m'en fiche parce que ce soit Orton ou McIntyre, ça aurait été pour moi une bonne chose qu'il gagne. Vraiment, aucun souci là-dessus. Mais avec une vraie fin, donner une vraie fin à ce match parce que là, voilà, c'est pas possible. C'est vraiment pas possible. Mais bref, dans tous les cas, voilà, Drew McIntyre conserve et on verra s'il y a une suite la semaine prochaine. Et donc, le main event. Braun Strowman défend son titre universel face à The Fiend. Sur le papier, que ça soit en main event, ça me gêne pas sur le papier, dans le sens où la feud, depuis quelques semaines, est très intéressante avec l'ajout d'Alexa Bliss, avec un Braun Strowman qui est plus agressif, qui est quasiment un heel en ce moment même. Donc, ça me dérange pas. Mais le problème, c'est que bon, c'est un false count anywhere. Mais le problème, c'est sur le match en lui-même, tu sais que ça va pas être terrible. Tu sais que tu vas pas avoir grand-chose. Déjà de 1, parce que les deux ensemble, Wyatt Strowman, ça fonctionne pas très bien, tout simplement sur le ring. Il y a des gens qui sont pas faits pour être ensemble sur le ring. Il y a Orton, il a fait une interview il y a pas si longtemps, il a dit que lui, par exemple, avec Wyatt, voilà, c'est pas terrible et c'est tout. Enfin, après, il y a des catcheurs qui n'y arrivent pas ensemble. Je pense que Wyatt est bon avec des gars comme Daniel Bryan ou ce type de gabarit, j'ai envie de dire. Mais un Strowman, Wyatt, en main event de SummerSlam, en plus, donc avec la gimmick The Fiend, ce qui fait que, voilà, c'est plus par à-coup The Fiend, c'est plus une ambiance, c'est pas vraiment, tu te dis pas, t'attends pas The Fiend pour des grands matchs en soi, t'attends plus pour une personnalité, pour quelque chose en plus, mais pas sur le ring forcément. Donc, on a un match où ils vont essayer de sortir des artifices, de sortir des objets, d'aller en Gorilla Position, voilà, un peu partout pour nous faire vivre un bon match. Mais franchement, il se passe rien. Il se passe vraiment rien. Ils essayent de nous faire le coup du Braun Strowman qui fait des finishes et le Fiend qui ne perd pas. Mais c'est pas intéressant. C'est pas intéressant. Je prends pas mon pied sur ce match. Je trouve ça un peu trop long, d'ailleurs. Vraiment, je préfère quand les matchs du Fiend sont courts. À part quand c'est face à Bryan, mais ça c'est différent. Mais ouais, je prends pas mon plaisir devant ce match et je me pose la question du pourquoi c'est en main event. Parce qu'il n'y a pas d'intervention d'Alexa Bliss, surtout avec cette simulation False Count Anywhere, je m'attendais vraiment à une Alexa Bliss qui joue un rôle dans ce match, vraiment. Je m'attendais soit qu'elle fasse gagner Strowman, soit qu'elle fasse gagner The Fiend, plus The Fiend pour le coup. Mais non, pas d'Alexa Bliss, rien, RAS. Alexa Bliss, elle est restée chez elle, donc pas de nouvelles d'elle, bizarre. Finalement, le Fiend va remporter ce match et donc devenir champion universel. C'est une bonne chose, on va pas se mentir, à avoir The Fiend en tant que champion, je suis très content. Il aurait jamais dû perdre ce titre face à Goldberg, face à Braun Strowman à Money in the Bank par la suite. Enfin bref, c'est trop de défaites pour le Fiend, même si bon, face à Braun Strowman c'était Bray Wyatt qui avait perdu, mais bon, ça fait trop de défaites pour ce personnage, donc il faut maintenant qu'il gagne des matchs tout simplement, parce qu'au bout d'un moment il faut gagner, hein, oui. Et qu'il soit champion. Oui, il faut qu'il soit champion, le Fiend. Et on a peut-être l'événement de la soirée, enfin c'est même sûr l'événement de la soirée, le retour du Big Dog, Roman Reigns, qui va arriver, qui va frapper Bray Wyatt, qui va frapper Braun Strowman. Je suis quand même content. Je suis pas un grand fan de Roman Reigns, mais je suis très content de le voir quand même.
grosse forme physique, hein, Roman Reigns. Hein. Il est très impressionnant. Alors déjà oui, c'est déjà impressionnant Roman Reigns. Mais là je le trouve vraiment big, mais big dans le bon sens du terme. Hein. Vraiment très impressionnant. Nouvelle dentition d'ailleurs, il s'est dit allez vas-y, j'ai un peu de time off, je vais me refaire les dents. Très propre Roman Reigns. Vraiment très BG le Roman Reigns qui revient. Et voilà, il revient avec une autre attitude, en tout cas sur ce show. On va attendre la confirmation parce que il a attaqué le Fiend. Ok, le Fiend est un peu face, mais ça reste le Fiend. Il a attaqué Strowman. Strowman est clairement comme un heel depuis quelques semaines. Donc on va attendre de voir le prochain SmackDown pour voir si Roman Reigns revient vraiment avec une nouvelle attitude. Maintenant je suis mitigé parce que je suis content de voir Roman Reigns, mais il va directement aller avec la ceinture, enfin pour la ceinture de The Fiend. C'est trop tôt. Ils vont peut-être nous mettre un match à 3 d'ailleurs avec Strowman rajouté là-dedans. Mais c'est trop tôt, parce que je vous laisse imaginer, je veux pas aller plus loin. Mais si on a un match Fiend contre Roman Reigns, je sais pas, d'ici un mois, qui gagne? Vous faites gagner qui? Roman Reigns qui vient d'arriver, qui va avoir peut-être une nouvelle attitude qui sera super, ou le Fiend qui ne doit pas perdre parce qu'il vient d'être champion et le Fiend perd tout le temps. Hein? Vous faites quoi? Voilà, déjà une problématique. Toujours la WWE se met dans des sales draps alors que tu peux booker ça autrement, mais bref, dans tous les cas je suis quand même content de revoir Roman Reigns, mais il faut pas oublier quand même que c'est le Fiend qui a été champion et qui finit la soirée champion Universal. Bilan de ce SummerSlam, un peu de déception, voilà, c'était pas un mauvais show très clairement, mais un peu de déception sur les finishes de merde, c'est un rituel chez WWE maintenant. Et voilà, ça laisse un goût amer sur beaucoup de matchs. Et t'as la surprise Roman Reigns qui est clairement la surprise de ces derniers mois. Hein. Vraiment, revoir Roman Reigns, c'est quand même quelque chose de très big, on va pas se mentir. Donc voilà, je suis quand même content de voir Roman Reigns, mais dans l'ensemble, un peu partagé, un peu mitigé sur ce SummerSlam. J'en attendais un peu mieux sur certains matchs et surtout en termes de finish et de résultats. Voilà, donc si cette vidéo vous a plu comme d'habitude, n'hésitez pas à mettre le pouce bleu. Nous, on se retrouve forcément dès demain pour la review de Raw. On a passé les 300 abonnés, donc je vais vous dire juste merci en fait, juste merci, ça fait super plaisir. Ça fait seulement 8 mois maintenant que je fais des vidéos, je suis déjà à 300 abonnés, ça me fait énormément plaisir, donc juste un grand merci à vous. Donc nous, on se retrouve dès demain pour la review de Raw. Salut.